C'est bon pour vous? C'est bon. Ok, super. Oui, donc l'ANIA a été sollicité par Laurent, ici présent, qui, pour venir participer, prendre part à ce projet Archipel. Et le rôle de l'ANIA ici, c'est de soutenir, de valoriser, de faire connaître le projet Archipel, d'une part pour impliquer les entreprises dans ce projet, donc aider l'IFRIA Île-de-France à trouver des acteurs, à faciliter la mise en relation et puis aussi à valoriser ce projet auprès des pouvoirs publics parce que, comme je vous le disais, il s'agit d'une expérimentation initiée par Emmanuel Macron dans le cadre de son premier mandat au travers des plans d'investissement et compétences, les PIC. Et il s'agit d'une expérimentation qui, si elle produit ses effets, pourrait être ensuite dupliquée sur d'autres territoires. Donc, c'est tout l'enjeu du travail effectué aujourd'hui. Donc, pour matérialiser tout cela, on a signé une convention de partenariat avec l'IFRIA Île-de-France en mai dernier, ça fait bientôt 1 an maintenant, que nous avons signé ce partenariat de façon justement à pouvoir amener toutes les actions de communication et faire connaître ce projet auprès de tous les acteurs. Ce que je vous propose, c'est qu'avant de commencer, on fasse un tour des intervenants et que chacun puisse se présenter rapidement, leur fonction, leur nom, prénom évidemment, et puis l'organisme dans lequel ils interviennent, et que vous retrouvez tout au long de ce webinaire. À l'issue de ce webinaire, vous aurez un temps de questions-réponses qui pourra donc favoriser les échanges. Et par ailleurs, j'en profite tout de suite pour votre information, avant que j'oublie, le webinaire va être enregistré de façon à ce qu'il soit mis à disposition sur la chaîne YouTube de l'ANIA et qu'en fait le plus grand nombre puisse le retrouver. On a à nouveau perdu la présentation. C'est ce que je vois. C'est pas pratique. Je suis désolée. Après, je ne bougerai plus. Hop. Voilà. Donc, voici la liste des intervenants. Je laisse Laurent peut-être commencer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Laurent Aron, je suis directeur de l'IFRIA Île-de-France, qui est porteur qui pilote un consortium dans le cadre du PIC 100% inclus pour les appels Archipel. Yann. Donc Yann Quetteville, je suis chef de projet pour l'IFRIA Île-de-France sur le PIC 100% inclusion Archipel. Sur la Normandie, donc je suis basé à Rouen et je déploie le PIC sur l'ensemble du territoire normand. Voilà. Donc Jacques Renaud, président de FENAE, qui est un cabinet conseil qui accompagne les dirigeants et les équipes dirigeantes des entreprises du secteur agroalimentaire sur les projets de changement. Et j'accompagne Laurent Aon et ses équipes sur le projet Archipel dans une logique d'accompagnement sur l'avancement de projet. Et j'interviens aussi en relation avec les entreprises qui sont embarquées dans ce projet pour faciliter la conduite du changement chez eux. Bonjour à tous, Eva Laborde. Donc, je suis responsable ressources humaines au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, au niveau du projet Archipel, j'ai accompagné pour présenter un petit peu la démarche auprès des bénéficiaires que l'on accompagne, faire participer les gens. Et puis, petite particularité, c'est que ma plus grande activité professionnelle, je l'ai passée dans l'industrie agroalimentaire, puisque j'étais responsable RH pendant 9 ans au sein du groupe Sodial. Bonjour à tous, donc moi je suis Mélanie Holbrook et je suis responsable RH chez Barry Callebaut pour notre usine basée à Louviers, donc dans l'activité de transformation du cacao. Et on accueille donc depuis le mois de décembre des bénéficiaires du projet dont on va parler aujourd'hui. Merci, je vous propose tout de suite de commencer donc, avec Laurent Aon qui va nous présenter le projet Archipel.
Donc, le projet Archipel, dans le cadre donc, comme on l'a indiqué, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, sur sa partie 100% inclusion, ce projet est financé par l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, pour en préambule un petit peu repositionner l'IFRIA, donc l'IFRIA, Institut de formation régional des industries alimentaires. Qui sommes-nous? On a été créé en 1996 par Danone. On est une association loi de 1901, paritairement composée de représentants employeurs, représentants salariés, tous issus du secteur agroalimentaire. On a deux grandes particularités. La première grande particularité, et on va passer très très vite dessus, c'est notre capacité à former sur des métiers à forte valeur ajoutée, des ingénieurs, des responsables qualité ou des responsables process. Le point qui va nous préoccuper le plus dans ce webinaire, c'est notre capacité à former au sein des entreprises ou au plus près des entreprises sur des métiers à forte difficulté de recrutement, comme des conducteurs de machines, des conducteurs de ligne et des préparateurs de commandes qui sont le cœur du projet Archipel. Nous assurons le sourcing sur les bassins d'emploi. Nous allons voir comment nous y prenons, en particulier par la mobilisation de prescripteurs qu'on appelle formels, mais également de prescripteurs informels, qui peuvent être des responsables d'associations, des clubs sportifs, des maires ou des secrétaires de mairie dans des petites communes. En tout cas, le sourcing est porté dans le cadre du projet. Et enfin, des outils de recrutement innovants que nous évoquerons dans un deuxième temps et dont Yann vous parlera et Mélanie également, sur des phases d'assessment que l'on organise soit via le sport, soit via des escape games, soit via des mises en situation professionnelle plus classiques. Le projet vise à répondre aux besoins de compétences des entreprises sur les métiers en tension, opérateurs de production, préparateurs de commandes, conducteurs de machines, conducteurs de lignes, en mobilisant des publics atypiques. Alors ça peut être, comme le dit l'appel à projet du ministère, toute personne rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Donc, on a cité des jeunes, des demandeurs d'emploi résidant dans des quartiers prioritaires de la ville ou des zones de revitalisation rurale, des travailleurs handicapés, des demandeurs d'emploi de longue durée. Ça peut être des publics migrants, ça peut être des personnes issues de différents univers, mais toujours rencontrant des difficultés sociales d'accès à l'emploi. Et on a rajouté une particularité, une exigence supplémentaire qui est de résider à proximité de l'entreprise, parce qu'on sait que les problèmes de mobilité sont des problèmes importants dans l'accès à l'emploi. Le but est de remettre les personnes en confiance, de leur redonner confiance pour qu'elles puissent s'engager de façon pérenne au sein de nos entreprises. Pour mettre en place de la confiance, on a dit qu'on voulait travailler donc en proximité, le travail en proximité et le recrutement en proximité au plus près des entreprises, mais également sécuriser le parcours, et on va voir qu'on a un process très très sécurisé. Ce projet s'adresse à toute entreprise du secteur agroalimentaire, des 4 régions évoquées qui sont la Normandie, l'Île-de-France, le Centre et le Grand Est. Nous sommes retenus sur un projet qui est un projet expérimental, comme Anastasia Boucheron a pu vous le signaler, pour 36 mois. C'est un projet que l'on appelle All Inclusive, c'est-à-dire que c'est un projet qui est structuré, construit sur mesure pour vos entreprises et gratuit pour l'entreprise, à 2 exceptions près. On va voir qu'il y a une partie, il peut y avoir une partie alternance, apprentissage ou contrat de pro, dont les salaires des alternants ne sont pas pris en charge dans le cadre du projet, ni la rémunération des tuteurs qui les accompagnent. Sont pris dans le cadre du projet toute la partie sourcing, toute la partie mise en dynamique des personnes via des coachs, sont pris en charge dans le cadre du projet la formation des tuteurs, l'accompagnement des managers à la prise en compte, à la prise en charge des bénéficiaires, et toute cette partie qui est en fait une partie de sécurisation du parcours. On va voir que le parcours est complètement sécurisé. L'accompagnement des bénéficiaires peut se faire entre 5 et 15 mois, toujours sur des métiers en tension, et pour des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement.
L'avantage, on a vu 3 opportunités, 3 avantages pour les entreprises qu'on va signaler. On va faire un petit point là-dessus. Le premier, c'est mettre un focus positif sur votre entreprise, c'est travailler votre marque entreprise, votre marque employeur, modifier votre image auprès peut-être modifier ou en tout cas étayer votre image auprès des pouvoirs publics, auprès de votre bassin d'emploi, dans le cadre d'une démarche qui est RSE, la responsabilité sociale des entreprises. C'est développer votre environnement apprenant au sein des entreprises en mobilisant des outils dédiés, donc par la formation de vos tuteurs, par la formation de vos managers, par l'accompagnement des différentes personnes qui intègrent le dispositif. Et enfin, c'est alimenter pour vous un process de sourcing, de recrutement et d'intégration. Donc le consortium, comme on a pu l'indiquer, l'IFRIA Île-de-France pilote un consortium d'acteurs. L'IFRIA Île-de-France est l'une des parties prenantes de ce consortium, et on retrouve dans ce consortium plusieurs entreprises agroalimentaires qui sont déjà engagées. Comme j'ai pu le signaler, toute entreprise du secteur alimentaire des régions Île-de-France, Centre, Normandie et Grand Est est éligible au projet, quelle que soit sa taille. Une TPE, une PME, un grand groupe peut intégrer le projet. Pour l'instant, plusieurs entreprises se sont mobilisées. On peut citer donc Barry Callebaut et Mélanie qui est présente ce matin, Danone, Bouygues, Briand, le groupe Savetia, Steph, Sodial, Tribala, enfin plusieurs entreprises sont mobilisées dans le cadre du projet. Et ensuite des partenaires qui peuvent être donc Perfenco, c'est une association de coachs et de coachs sportifs qui assure l'accompagnement et la mise en dynamique des personnes. On a dit qu'on sourçait via des prescripteurs et des prescripteurs informels, donc on va les rappeler, qui sont des membres des petites communes, des secrétaires de mairie, des responsables d'associations, responsables de clubs sportifs. On mobilise également des prescripteurs plus traditionnels, comme Pôle emploi, comme les Cap emploi, comme les missions locales, et puis des partenaires emploi, comme Tremplin 52, et on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc des spécialistes de l'insertion et des responsables de l'innovation industrielle et de l'accompagnement d'entreprise. Jacques Renaud en est un exemple ce matin. Plusieurs partenaires institutionnels se sont engagés dans le cadre du projet. Alors l'ANIA qui accueille et qui a mis en place ce webinaire ce matin et que je souhaite remercier vivement et chaleureusement. La coopération agricole au CAPIAT. Nous avons signé des conventions à l'ensemble de ces structures partenaires. Je vais passer la parole à Yann, qui va vous décrire les différentes étapes du parcours, sachant que le parcours dans sa globalité, par bénéficiaire, ne peut dépasser 15 mois, mais comme on va le voir, toute la partie amont n'est pas intégrée dans le process, donc le process peut aller jusqu'à une vingtaine de mois d'accompagnement, une mise en dynamique des publics et de liens avec les entreprises. Oui, là, voilà, je te laisse la parole. Ouais, merci Laurent. Donc sur cette slide, on a les différentes étapes de la mise en action du projet. Donc dans un premier temps, effectivement, la sensibilisation des entreprises. Le fait est qu'il faut et qu'on part dans un premier temps du besoin des entreprises, et donc on identifie des entreprises de différentes tailles par différents biais qui sont intéressés pour s'intégrer dans ce projet. Le challenge est parfois de pouvoir regrouper des entreprises, comme ça a été fait notamment dans l'Est avec Savencia et Riant, Caprice des Dieux et Riant, de manière à pouvoir monter des groupes qui sont suffisamment nombreux, puisque l'objectif est d'avoir des groupes de 6 à 10 personnes. Voilà. Cette première phase étant mise en place, on va travailler sur l'organisation de la mise en œuvre, d'abord avec les entreprises, en identifiant exactement leurs besoins, en identifiant les postes sur lesquels on va créer des formations. Ensuite, on va créer un écosystème de façon à pouvoir à la fois avoir des partenaires territoriaux et des prescripteurs qui soient le plus large possible. Donc on va identifier ces prescripteurs
qu'on appelle formelles et informelles. Donc, on travaille de manière systématique avec les pôles emploi, les missions locales, les cap emploi des différents territoires. Et puis, on essaye souvent avec eux et avec les collectivités territoriales qui sont en place de définir quels sont les acteurs. Donc, par exemple, oui, les ETTI, mais aussi les clubs sportifs. Les différentes structures qui ne sont pas forcément des prescripteurs de l'emploi habituels, mais qui vont nous permettre de capter un public le plus large possible. Une fois qu'on va avoir identifié ces prescripteurs, on va travailler aussi sur l'identification du coach, puisqu'on souhaite que le coach soit quelqu'un qui soit sur le territoire et qui soit en capacité d'intervenir, je dirais, de manière assez rapide et régulière auprès des bénéficiaires. Et puis, on va essayer aussi, enfin, on va trouver un lieu pour implanter la formation, puisque l'objectif est, là encore, de la proximité, l'écosystème de formation et d'avoir un lieu de formation qui soit le plus près possible de l'entreprise. On a l'exemple, effectivement, de Barry Callebaut, où on a mutualisé et mis en place un partenariat avec un EPID à Val-d'Oreille qui doit être situé à 4 km ou 3 km de l'entreprise Barry Callebaut. Sur le Grand Est, entre Riant et Caprice des Dieux, entre Neufchâteau et Iloud, on avait maillé avec une communauté de communes qui nous a mis à disposition une ancienne école qui se situe à mi-chemin entre les deux entreprises, dont l'objectif est vraiment de maintenir cette proximité, notamment pour freiner les difficultés de mobilité qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui, notamment dans les territoires ruraux. J'étais hier à Villers-Bocage et la mobilité est un grand problème aujourd'hui avec notamment le coût de l'essence. En parallèle, l'entreprise sur cette période va devoir identifier ses tuteurs, va devoir identifier l'ambassadeur, donc la personne qui aura un rôle très important puisqu'il sera le lien entre les tuteurs, les bénéficiaires, les managers de l'entreprise et puis l'IFRIA, le coach. Donc, il sera la personne référente, je dirais, au sein de l'entreprise au niveau du relationnel, de façon à ce que les choses se passent le mieux possible et puissent fonctionner correctement. Une fois que le projet sera mis en place, on va travailler sur le sourcing et la mise en relation des publics. Les deux blocs, je dirais, sont un peu concomitants et peuvent se regrouper. On va mettre en place des infos collectives, des réunions avec les prescripteurs, bien entendu. Et puis, on met en place des assessments un peu innovants via l'activité sportive. Mais également, on l'a fait sur le Grand Est via des escape games. On enchaîne sur des visites d'entreprise, de façon à ce que les bénéficiaires et les candidats découvrent les postes et puissent se positionner derrière lors de restitutions collectives qu'on met en place avec les entreprises. Donc l'entreprise est présente à toutes les phases de l'assessment, à tous les moments pendant lesquels on est en lien avec les bénéficiaires. Derrière, on passe sur alors c'est plutôt stage puis qualification, avec donc un bloc qui va se diviser en deux parties, une phase de POI qui va durer entre 6 et 8 semaines, pendant lesquelles les bénéficiaires seront sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. En général, on fait 6 semaines avec 4 semaines de formation et 2 semaines où ils sont en stage au sein de l'entreprise. Ça permet à la fois aux bénéficiaires de prendre leur marque dans l'entreprise et puis à l'entreprise d'évaluer le positionnement de chacun des candidats qu'ils ont pu retenir.
Et puis ensuite, on rentre dans la phase de formation en alternance proprement dite, donc contrat pro ou contrat d'apprentissage en fonction de l'âge des bénéficiaires. On adapte avec l'entreprise les temps de formation. On essaye de le faire évoluer ensemble et on est souvent sur une alternance d'1 semaine et 2 semaines en entreprise ou 1 semaine de formation et 3 semaines en entreprise. Et puis la dernière phase, c'est la phase d'accompagnement dans l'intégration où le coach de l'IFRIA peut rester en lien avec les bénéficiaires de façon à les accompagner dans leur intégration au sein de l'entreprise, puisque l'objectif est d'intégrer, donc, pour l'entreprise, d'intégrer ces personnes une fois qu'ils sont formés au sein de l'entreprise et de leur permettre de retrouver de l'emploi. Voilà globalement les différentes étapes. Alors, je ne sais pas qui intervient après moi. Merci Yann. On a simplement précisé ensuite les contacts de Laurent Aon pour tout ce qui est renseignement, et ce sont des coordonnées que vous pourrez retrouver de toute façon dans la présentation et qu'on pourra également vous redonner si vous le souhaitez, si vous ne les avez pas encore. On va passer maintenant au témoignage d'Eva Laborde et de Mélanie Holbrook pour effectivement leur implication dans le projet. Et il nous semblait effectivement intéressant d'avoir un retour d'expérience sur leur regard sur le projet et comment elles ont été introduites et comment elles se sont saisies de cette expérimentation. Donc, Madame Laborde, si vous voulez prendre le relais. Je vous remercie. Donc, Eva Laborde, donc, je travaille au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique. Notre job, c'est d'accompagner des personnes vers le retour à l'emploi de manière pérenne. Donc, un parcours d'insertion professionnelle, ça va être 2 ans maximum. Il y a quelques cas de dérogation, mais en tout cas, c'est très rare. Et donc, forcément, les personnes sont de passage chez nous et ils feront qu'un temps de 3 mois, 6 mois ou jusqu'à 2 ans maximum. Donc, on travaille par réseau. Moi, j'ai été contactée au niveau du projet Archipel par le réseau IAE Grand Est, qui est tout le réseau d'insertion par l'activité économique de notre région. Et donc, pour expliquer un petit peu comment on fonctionne après au niveau des structures d'insertion professionnelle, parce que de base, on est sur un statut, on est une association intermédiaire, mais par contre, ça fonctionne comme une entreprise classique où on va avoir un conseil d'administration, des organes de gouvernance, et puis on va être suivi par les DRETS de notre département. Donc il y a des dialogues de gestion qui sont faits avec des conventionnements pour mesurer le niveau de qualité de l'accompagnement des personnes qui rentrent chez nous. Alors, quand on dit public en difficulté, qu'est-ce qu'on entend derrière ces termes qui sont un peu forts? Donc, les personnes qui vont participer au projet Archipel, ils répondent à certains critères d'éligibilité pour rentrer dans le PAC IAE. Alors, des critères d'éligibilité qui peuvent être liés, par exemple, à l'âge, avoir moins de 26 ans, plus de 50 ans, résider en zone rurale, avoir un problème de mobilité, les parents isolés. On peut avoir aussi les niveaux CAP ou infra-CAP. Donc, ces différents critères, donc vous pouvez avoir des personnes de toutes sortes, de tout horizon, qui sont amenées à un moment dans leur parcours de vie à avoir un coup de pouce par une structure d'insertion professionnelle. Donc, c'est un coup de main ponctuel. Les personnes peuvent être orientées par des prescripteurs. Alors, il y a une liste qui est définie au niveau, le législateur a défini une liste de prescripteurs. Ça va être les plus courants, Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale. On peut avoir les EPID également, les AFPA, les CAF. Donc, il y a toute une liste de prescripteurs. Et puis, les gens peuvent aussi candidater spontanément pour qu'on les accompagne.
il y a une plateforme qui est mise en place au niveau du gouvernement où les gens peuvent candidater. Et nous, on va vérifier l'éligibilité aux différents critères qui nous permettront de les accompagner. Et puis, le dernier point d'entrée pour travailler avec nous, ça va être aussi les autres structures d'insertion par l'activité économique qui accompagnent des gens. Et puis, à un moment, la personne a progressé, ils ont terminé avec elle, donc ils l'orientent vers une autre structure. Donc, vous voyez, au niveau du projet Archipel, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent venir de tout horizon et avec des conditions et des critères qui vont être très, très variés. Quand il passe au niveau de la structure, il y a un accompagnement socio-professionnel. Alors, accompagnement socio-professionnel, c'est-à-dire qu'il va être reçu par un conseiller emploi ou un conseiller en insertion professionnelle. Et il y a un accompagnement social et professionnel. Et en fonction du parcours de la personne, elle va intégrer différentes structures. On va avoir des chantiers d'insertion où là, on va travailler en petit comité avec à peu près 6 personnes et il y a un encadrant technique qui les encadre et qui les accompagne pour lever certains freins professionnels. Et quand les personnes sont un peu plus autonomes, ils peuvent travailler de manière autonome, ils peuvent soit prendre des missions chez des particuliers, entretien d'espaces verts, de ménage, ou soit intégrer des agences intérim, donc une entreprise de travail temporaire qui sera dite ETTI avec le I d'insertion. Donc, ça fonctionne comme une entreprise de travail temporaire classique. On fait des contrats de mise à disposition, on travaille avec les entreprises, on fait les relevés d'heures, on fait tout pareil. Sauf qu'à côté, en fait, l'intérimaire aura un accompagnement avec un conseiller emploi pour l'aider à retrouver un emploi de manière pérenne. Donc, voilà. Donc, au niveau du projet Archipel, c'est toutes ces personnes qu'on a été recensées avec les conseillers emploi, aller regarder qui était en mesure de sortir de notre structure pour intégrer le projet Archipel et puis se former au métier de l'agroalimentaire. Et puis après, du coup, on a fait différentes sessions, un recrutement par le sport et un recrutement par Escape Game. Alors, moi, en retour d'expérience, il y a une des 2 entreprises qui a fait participer ses managers aux sessions de recrutement. Et j'ai trouvé que ça, c'était extrêmement intéressant parce que les personnes, le groupe que vous allez composer, certains, ça va se passer très bien. D'autres, il y aura besoin d'un petit accompagnement encore un peu plus spécifique. Donc, le fait d'intégrer le manager dès la phase de recrutement, de sélectionner ensemble les personnes, il est déjà dedans, quoi. Et finalement, ça peut simplifier aussi, faciliter l'intégration au sein de l'entreprise. Voilà ce que je tenais à vous dire pour cette présentation. Merci. Merci Eva, je suis sûre qu'il y aura des questions ensuite et puis Jacques aura également des questions pour vous pour aller encore plus loin en fonction des besoins. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Mélanie. Alors, c'est ça, exactement. Donc, responsable RH sur l'usine de Louviers en Normandie. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble avec Laurent et Yann. Donc, on a été approchés, je pense que c'était au printemps de l'année dernière, 2021, dans une période où on avait beaucoup de recrutements en cours, c'était assez tendu, beaucoup de mal à trouver des candidats. Donc aussi un facteur du fait que on a du mal à promouvoir l'industrie sur le territoire. En tout cas, c'est un travail continu. Et donc, le projet Archipel, il nous a séduit par sa vocation RSE, favoriser l'insertion de personnes éloignées de l'emploi en leur permettant d'accéder à une formation certifiante. L'objectif, c'est pas uniquement de pourvoir à un besoin de Barry Callebaut à l'instant T. L'objectif, c'est pour eux de pouvoir s'insérer par la suite dans une activité professionnelle pérenne. Donc, il y a eu cette dimension sociale et également la dimension de promotion de l'industrie qui sont les deux facteurs qui nous ont séduits pour intégrer ce projet. Il y a eu dans les facteurs déclencheurs aussi de notre participation, la méthode de sélection des candidats qui a été pour nous un premier indicateur assez pertinent du programme.
puisque comme l'a évoqué tout à l'heure, je crois que c'était Yann Quai-de-Ville, on l'a fait autour d'un événement sportif qui nous a permis d'évaluer les candidats sur base de qualités vraiment personnelles, comme voilà, le respect des règles, le travail en équipe, leur motivation, le fait de s'investir et de rester motivé, leur capacité d'adaptation. Évidemment, ce n'est pas du tout leurs aptitudes sportives qu'on évaluait à ce moment-là, c'était plus tous ces aspects-là. Et donc, on a complètement mis de côté la méthode classique de sélection sur CV, d'entretien en face à face. D'ailleurs, on n'a vu aucun, en tout cas à mon niveau, j'ai vu aucun CV pendant toute la période de sélection. Donc, il y a eu cet événement sportif. Ensuite, on a organisé une visite de site pour qu'ils puissent aussi se rendre compte de l'environnement, se projeter. On a eu une quinzaine de mémoires de personnes lors de cette visite. Et il y en a d'ailleurs certains qui se sont dit moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas le genre d'environnement dans lequel je me projette. Et au contraire, d'autres à qui ça a donné envie de continuer dans ce programme. Donc ça nous a permis d'intégrer 5 apprentis dans nos équipes. Et je pense que, voilà, que un des facteurs clés de succès, et c'est l'intérêt de la slide qu'on peut voir qui est projetée, ça va être toute l'équipe qui est mise en place autour de ce projet. Il y a des collaborateurs vraiment clés dans ce dispositif. Donc, on a 5 apprentis et chacun a un tuteur. Donc, il y a autant de tuteurs que d'apprentis, donc 5 tuteurs qui sont tous des conducteurs de ligne et qui accompagnent au quotidien les bénéficiaires, qui leur transmettent leur savoir-faire, autant technique que les codes comportementaux à connaître en entreprise, à respecter. Ce n'étaient pas forcément des codes qui étaient connus de tous. Certains avaient déjà eu des expériences professionnelles, d'autres pas, parce qu'ils étaient sortis relativement tôt du système scolaire et n'arrivaient pas à s'insérer dans le milieu du travail. Donc, il y a à la fois les codes comportementaux et la partie technique qu'ils peuvent apprendre en entreprise, en plus de ce qui est enseigné par la formation mise à disposition par l'IFRIA. Donc, il y a les tuteurs, et on a également un superviseur de production qui s'est porté volontaire pour devenir ambassadeur du projet sur le terrain au sein de l'usine. Donc, voilà, chaque semaine, il fait des points avec les différents tuteurs, il rencontre régulièrement les bénéficiaires aussi pour s'assurer que tout se passe bien, que leur expérience en entreprise se déroule au mieux et que ça concorde aussi avec ce qu'ils apprennent en formation. Évidemment, tout ça avec le service RH. Il y a donc moi, en tant que responsable RH, je suis très... écoute, à la... Dans fond sonore. Voilà, je suis aussi de très près les bénéficiaires. Je les rencontre régulièrement avec les tuteurs. On fait des points sur leur formation et également avec la responsable de formation de Barry Callebaut, qui s'assure qu'on transmet les bonnes compétences métiers, parce que les tuteurs sont pas des managers de base, donc il faut aussi qu'on les accompagne de ce côté-là. Et on a un accompagnement, donc autant par Barry Callebaut avec notre responsable formation, le superviseur de production, mais aussi avec l'IFRIA qui nous accompagne dans la formation des tuteurs pour qu'ils réussissent à prendre leur rôle et à transmettre les bonnes compétences aux bénéficiaires. Et un autre acteur qui a été très important dans la mise en place du projet et aujourd'hui aussi dans son déroulé, ça va être le CSE. On travaille beaucoup avec le CSE sur ces dimensions de démarche sociale. Donc, on avait tous au sein de Barry Callebaut je ne dirais pas des doutes, mais des freins au début du projet. Voilà, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on a le temps, l'énergie, la place d'y consacrer en fait l'énergie? Les échanges avec le CSE nous ont permis de mettre sereinement en place ce projet. Et puis, ça leur permet aussi de suivre comment ça se passe, de remonter certaines informations. Et ils font partie... Voilà, dans chaque groupe, il y a une personne qui fait partie d'un comité de pilotage qui se réunit 1 à 2 fois par mois, donc en présence de notre ambassadeur, du service RH, de Yann Quai-de-Ville de l'IFRIA et d'un représentant des tuteurs et du CSE qui sont présents. Et ça nous permet en fait de faire des bilans intermédiaires du projet
voir si ça se déroule bien en entreprise, est-ce qu'on a des problèmes, ça peut être de comportement, d'assimilation de la partie technique, mais aussi avoir un retour sur leur formation théorique. Parfois, ça se passe très bien en entreprise et puis il y a besoin d'aller les booster ou les motiver pour la formation théorique. Parfois, ça peut être l'inverse. Donc, on fait des points hyper réguliers pour pouvoir justement suivre de près comment ça se passe. Donc, sachant qu'on a intégré des profils très diversifiés, ça fait un peu le lien avec ce qu'on a vu juste avant. On a intégré sur cette promotion des profils vraiment diversifiés, ça va de mémoire de 19 à 43 ans, donc des personnes qui avaient des expériences en pharmaceutique, en pâtisserie, dans le bâtiment, des personnes qui n'avaient pas d'expérience du tout, des personnes qui viennent d'arriver en France et qui avaient du mal à s'insérer dans le milieu de l'emploi. Et du coup, c'est ce qui apporte aussi une diversité qui est hyper enrichissante pour les équipes. Autant pour les tuteurs, qui pour eux, forcément, c'est une expérience très valorisante de mettre à disposition leurs compétences, mais aussi au sein des équipes, ils sont intégrés dans les équipes en 3-8, donc ça apporte une nouvelle vision et diversité aussi à l'ensemble des équipes de production. Donc voilà un peu pour le retour de notre côté. Évidemment, si vous avez des questions par la suite, avec plaisir. Merci beaucoup, Mélanie. Je vais donner la parole du coup à Jacques, qui aura des questions pour l'ensemble de nos intervenants. Et puis ensuite, on vous laissera lever votre petite main ou nous faire part de vos questions peut-être dans le chat, comme vous souhaitez, pour qu'on puisse vous apporter tous les éléments de précision dont vous auriez besoin. Merci Anastasia. J'ai oublié tout à l'heure de dire bonjour à tout le monde, donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bonjour à tous dans ce webinaire. Je pense qu'on peut aussi, il y a pas mal de participants, donc plutôt que je pose mes questions, je le ferai plutôt dans une logique entre guillemets voiture-balai, mais on va laisser à ceux qui ont écouté les premiers intervenants dans ce webinaire poser des questions, et puis si ça ne vient pas, je viendrai poser quelques questions en logique, comme l'avait évoqué Laurent, de faire répéter des informations qui ont déjà été passées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est très complet, mais quelques petites questions complémentaires, effectivement, qu'on peut imaginer venant de vous tous, et puis venant de moi enfin. Donc je laisse la parole à l'Assemblée, là, en laissant le temps de préparer sa question, selon la modalité que vous souhaitez par rapport à la proposition d'Anastasia. C'est un grand classique. Ah, il y a 13 mains qui se lèvent. C'est magnifique. Non, il y a une main qui se lève. C'est ça? Aurore, je prends les premiers. Je prends la question d'Aurore. Je vous appelle par vos prénoms, je me permets. J'espère que ça choque personne. Moi, Jacques, tout simplement. Aurore, à vous la parole. Donc, bonjour, Aurore Biondi. Je suis de l'adresse Normandie. Moi, je m'occupe des appels à projets 100% inclusion PIC et IPR. Et j'avais des questions surtout sur l'insertion. Donc là, le projet en Normandie, donc si je ne me trompe pas, c'est Livier. C'est ça? Oui. Vous en êtes où du projet? Là, il y a eu l'insertion. Est-ce qu'il y a des objectifs d'emploi durable derrière ou pas? Alors, on a démarré le projet, donc on a commencé à sourcer l'été dernier pour des candidats qui ont intégré Barry Callebaut pour la période de stage en décembre. Les 6 semaines, plus 2 semaines en entreprise sont faites entre décembre et janvier. Donc, ils ont commencé ensuite leur contrat d'alternance mi-janvier. Donc là, on est à peu près au milieu du projet puisque leur contrat se termine mi-octobre. Donc, on a 5 bénéficiaires et l'objectif, oui, alors c'est pas l'objectif premier de pouvoir tous les embaucher par la suite. Je ne sais pas s'il y aura de la place forcément pour tout le monde. Donc, l'objectif premier, c'est qu'ils obtiennent leur diplôme pour pouvoir ensuite trouver plus facilement un emploi. Et probablement qu'on continuera avec un ou plusieurs des bénéficiaires. On a
on a déjà identifié du potentiel chez certains et en fonction des opportunités qu'il peut y avoir, il y a des chances pour qu'il y ait des poursuites chez Barry Callebaut. Très bien, merci beaucoup. Compléter peut-être le message de Mélanie sur les premières stats, on n'est qu'à la première année de projet, donc on va dire on est sur un début de projet, on est entre 60 et 70% d'insertion professionnelle à l'issue des parcours. Je vais profiter du silence pour poser une question et je vais le poser juste dans l'ordre et je vais reposer une question à Laurent Aon pour bien repréciser. Si je prends connaissance de ce projet-là, il y a un côté différenciant, il y a un côté innovant. En quelques mots, qu'est-ce qui différencie d'autres projets similaires, d'autres dispositifs similaires et qu'est-ce qui est véritablement innovant, Laurent ? Alors on va le définir peut-être sur trois points en particulier. L'accompagnement des bénéficiaires, tant au sein de l'IFRIA qu'en entreprise. On a entendu le témoignage d'Eva et le témoignage de Mélanie, où le mot accompagnement et le mot coaching sont revenus à plusieurs reprises. Deuxième élément qui est les modalités de recrutement. Alors il n'y a pas de CV chez nous, hein. Le CV est interdit, je mets des guillemets sur le terme interdit, mais on recrute par des aptitudes, par des capacités que la personne pourra développer et dont l'entreprise a besoin, dont la personne pourra se servir quand elle sera en entreprise. Donc le recrutement par capacité et non pas forcément par CV. Et ensuite, peut-être troisième point, l'implication de chacun des acteurs. Le projet ne fonctionne que si les acteurs territoriaux, l'écosystème, comme Yann a pu le signaler, l'écosystème fonctionne. C'est-à-dire que les acteurs territoriaux prescripteurs, ils sont au rendez-vous. Si l'entreprise a des tuteurs et celui que Barry Callebaut nomme l'ambassadeur, c'est-à-dire le chef de projet interne qui est là pour temporiser ou pour dynamiser le projet selon ses phases, ce n'est pas un projet de formation, c'est vraiment un projet de recrutement et d'insertion professionnelle. La formation n'est qu'un élément dans le cadre du projet. Utile, mais pas forcément systématique. Il y a des personnes qui sont recrutées directement après l'assessment par le sport ou par l'escape game, directement après la POE. Certaines personnes ne font que l'assessment, certaines personnes ne font que la POE, certaines personnes ne font que le contrat d'alternance. Et les entreprises choisissent les modalités qui leur conviennent le plus et le mieux. Merci. Est-ce qu'on peut combiner Archipel avec d'autres dispositifs de sourcing? Est-ce que si moi j'ai un candidat, je suis entreprise, j'ai des candidats, mais je vais les faire rentrer dans le dispositif, est-ce que c'est possible et selon quelle modalité? Alors le projet Archipel est un projet dédié à un certain type de public et comme on a pu l'évoquer, mais une entreprise peut intégrer dans le cadre du projet plutôt du dispositif de formation et profiter de l'accompagnement formation pour intégrer certains de ses collaborateurs, des intérimaires. Effectivement, on a vu également cela se produire et la demande. C'est ponctuel et on n'est pas sur un projet de formation d'intérimaire, on est vraiment sur de l'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi, mais il se peut que on accueille un intérimaire, un salarié dans le cadre du dispositif. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que les critères qui ont été évoqués par Eva sont des critères propres au dispositif d'insertion, mais ce n'est pas des critères sur lesquels forcément on doit se caler au niveau du projet Archipel? Alors, dans le cadre du projet Archipel, les critères sont à respecter. On a répondu à un appel à projet sur des critères très précis, un territoire qui nous a été proposé par le ministère. Le choix des 4 régions nous a été proposé par le ministère. Et les critères, ce sont des critères de réponse à un appel à projet. On ne peut pas déroger. On est les garants
de cette bonne organisation qui fait que l'on doit accueillir, accompagner, mettre en dynamique des personnes éloignées de l'emploi, rencontrant des difficultés sociales d'accès à l'emploi, donc des jeunes, des demandeurs d'emploi de longue durée, issus des quartiers prioritaires de la ville ou des zones de revitalisation rurale, des travailleurs handicapés, des publics migrants, enfin, des publics ayant des besoins plus spécifiques, qui peuvent passer donc par initialement par les services des entreprises par l'insertion économique que représente Eva ce matin. S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne. Il ne faut pas hésiter à lever la main par le dispositif proposé en webinaire là. Si moi je suis une entreprise, je dis voilà, moi je voudrais rentrer dans le projet Archipel. Comment je dois m'y prendre? Je dois définir le nombre de personnes, je dois définir le profil, j'imagine. Et à partir de là, je peux me poser la question de l'engagement que je dois prendre vis-à-vis du projet et des moyens qui sont déployés. Est-ce que ça veut dire que sur 5 personnes, jusqu'où je dois aller dans mes engagements? Est-ce que je peux me permettre de dire à un moment donné, j'arrête à n'importe quel moment? Comment ça peut se passer du point de vue des décisions classiques d'entreprise dans une logique de faire aboutir aussi du point de vue de l'entreprise un projet et donc des objectifs. Donc quels sont je vais le dire autrement, quels sont les droits et les devoirs de l'entreprise de ce point de vue-là? Je vais donner une partie de la réponse et puis je laisserai Mélanie compléter sur la partie entreprise peut-être. Toute entreprise du secteur agroalimentaire des 4 régions, Normandie, Centre, Île-de-France et Grand Est sont éligibles, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une PME, une TPE, un grand groupe. Il suffit qu'il y ait un site sur l'une de ces 4 régions, un site industriel sur l'une de ces 4 régions. La première étape, c'est identifier des besoins de recrutement. On ne déploiera pas le projet si l'entreprise n'a pas de besoin de recrutement sur des métiers de conducteur de machines, opérateur de production ou préparateur de commandes. Mais je pense que malheureusement, ces métiers sont en tension dans l'industrie alimentaire et c'est peut-être ce qui a fait que notre projet a été retenu par le ministère. C'est parce qu'il y a de réels besoins dans les entreprises agroalimentaires sur les 4 régions concernées. Après, sur est-ce qu'on peut entrer dans le parcours et sortir du parcours, en tout cas, il n'y a pas d'obligation d'embauche des personnes que l'on a accueillies dans le cadre du projet, en aucune étape du projet, même si une entreprise qui se mobilise dans le cadre du projet, et Mélanie l'indiquera ou complétera peut-être mes propos, l'entreprise se mobilise, l'entreprise s'implique, ça ne peut fonctionner que si l'entreprise s'implique. Et donc, s'il y a implication, l'entreprise, c'est qu'il y a un besoin de recrutement, il y a une implication, donc forcément, derrière, il y a du recrutement qui devient opérationnel. Ça va presque de fait et de soi. Mélanie, je vous laisse compléter mes propos dans l'implication de l'entreprise, peut-être. Oui, je pense qu'il y a beaucoup qui a été dit. C'est vrai qu'il y a sur cette partie implication, c'est là aussi où ça a été important en amont de la mise en place du projet pour nous de bien comprendre tous les tenants et aboutissants. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec Laurent Aon et Yann Quedeville et de faire comprendre du coup au comité de direction, aux élus, aux équipes aussi de managers de production, notamment sur l'implication des tuteurs. Forcément, les personnes à qui on a proposé de devenir tuteurs sont des personnes qui, pour nous, étaient identifiées comme ayant la capacité d'être pédagogues et de transmettre leur savoir. Donc, quand ils sont avec les bénéficiaires Archipel, ils ne peuvent pas former d'autres personnes non plus. Donc, c'est une partie aussi qu'il fallait que ce soit clair dès le début avec notamment les managers. On ne peut pas se permettre de dire « Ah ben non, cette semaine, ce tuteur, j'en ai besoin pour former un nouvel arrivant, donc le bénéficiaire Archipel, il va rester tout seul. » Ça, c'était hors de question. Donc, l'engagement, il doit être pris par tout le monde au sein de l'entreprise. Et ensuite, on est sur des contrats d'alternance classiques, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation.
avec voilà, une période d'essai, la façon enfin, d'arrêter des contrats comme on peut le faire avec d'autres apprentis, bien que ce soit pas régulier. On a eu avec l'un des participants parfois des difficultés en termes d'apprentissage et on s'est demandé voilà, est-ce que ça valait le coup d'aller jusqu'au bout du projet. Et finalement, oui, l'avis général, c'est que c'est tout le but de ce projet. On s'est tous engagés dans cette démarche d'apprentissage et d'insertion. Et donc, oui, c'est peut-être difficile pour cette personne en particulier, mais c'est aussi pour ça qu'il est là et c'est pour ça qu'on a envie de s'investir. Donc, je dirais, est-ce qu'on peut se retirer ou pas du projet? Je pense qu'il y a toujours des possibilités. Maintenant, si on s'engage dans ce projet, c'est qu'on a envie d'accompagner ces personnes jusqu'au bout et il faut se donner tous les moyens pour. Donc, à moins d'avoir vraiment un bénéficiaire qui soit de très mauvaise foi ou qui fasse des fautes très graves, je pense qu'il faut se donner tous les moyens pour. Et là-dessus, on est tous engagés et on a tous envie. Et en première ligne, les tuteurs qui sont avec eux au quotidien pour leur transmettre leur savoir. Je ne sais pas si j'ai répondu... C'est très complet. Ouais. Il y a Aurore à nouveau qui a une question à qui je vais laisser la parole. Oui, pour rester dans la thématique, donc du coup, il n'y a pas de charte d'engagement quand vous choisissez les entreprises de façon générale. Ça prend combien de temps à peu près pour s'assurer que l'entreprise a bien compris que tout l'engagement qu'elle va devoir mettre en place pour aider en fait dans ce projet? Je dirais que ça prend 2 ou 3 mois. C'est un temps d'échange que l'on a, nous, Laurent, moi, sur les territoires ou mes collègues sur les autres territoires, entre les entreprises, de façon à ce que soient clairement définies les attentes de chacun et les engagements de chacun, mais qui ne sont pas écrits. Une des points sur lesquels on travaille et sur lesquels on évalue aussi le projet, c'est la confiance. Et donc, l'engagement et la confiance qu'on doit mettre en place et qu'on doit créer dans cet écosystème, il est important. Pour compléter un petit peu ce que disaient Mélanie et Laurent sur les entreprises, on a commencé à monter un projet sur Vire avec les messageries laitières et Steph, donc sur de la prépa commande. On était parti pour démarrer au mois de juin la période de POE. Il s'avère que lors des assessments, on n'a pas identifié suffisamment de personnes. Sur les 3 ou 4 personnes qui ont été identifiées, les 2 entreprises se sont engagées à les accompagner au moins sur des CDD ou de l'intérim en attendant que la formation puisse démarrer. Mais comme on arrivait sur la période de vacances et où donc l'entreprise n'avait pas et ne se sentait pas la capacité de mettre suffisamment de tuteurs et d'avoir suffisamment de tuteurs disponibles pour accompagner correctement les bénéficiaires qui rentreraient en formation, on a pris la décision de la décaler plutôt au mois de novembre, de façon à se donner le temps, et c'est important, et le temps de sourcing et de construction de cet écosystème est important, de façon à ce que à la fois la confiance se crée entre les différents intervenants, et puis on ait les bons candidats et qu'on puisse les accompagner dans de bonnes conditions. Merci. Donc du coup, parce que moi je suis très intéressée par la Normandie, effectivement, puisque je suis les projets 100% inclusion. Sur la Normandie, du coup, il y avait Vire et Louviers. Ouais, il y a Vire qui est en sommeil, je dirais, Louviers, et là on est parti pour déclencher également un projet sur Villers-Bocage. J'ai fait une réunion hier avec tous les prescripteurs du territoire, l'Intercom et l'entreprise Elivia, donc qui est une entreprise de viande. Et donc l'idée, ce serait de démarrer, donc là encore en septembre ou mi-octobre, disons, la POE, un groupe de conducteurs de machines
c'est sur leur unité viande hachée. Voilà, donc on a commencé à travailler notamment hier sur le listing de prescripteurs à pouvoir mobiliser, sur la réflexion sur un lieu de formation qui se positionnerait sur Villars-Bocage. Voilà, donc il y avait la mission locale de Vire, puisque Villars-Bocage dépend de la mission locale de Vire, également de Bayeux, puisque on est sur des territoires assez proches. Voilà les 3 projets les plus avancés. Après, il y a un certain nombre de pistes sur d'autres entreprises où on a souvent la nécessité de trouver des entreprises partenaires, puisque souvent les entreprises souhaitent s'engager pour 3, 4 personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un groupe de 8 personnes, entre 6 et 8. Et donc, on essaye de regrouper et de mettre en lien des entreprises pour monter des projets. D'accord. Merci pour les réponses. J'enchaîne un petit peu. Je vois que le temps tourne. J'avais une question à nouveau pour Laurent et peut-être aussi pour Anastasia. Je sais qu'il y a une implication, ça a été évoqué au niveau de la communication. Donc, quelle est la communication prévue par le projet d'une façon générale? L'entreprise doit-elle s'attendre à la citation de son nom et dans quelle occasion? Donc si je m'engage, si je veux beaucoup communiquer, comment je peux bénéficier de la communication qui est prévue dans le projet, ou au contraire, si je veux moins communiquer, on pourrait se poser la question d'être plus discret, comment ça peut être garanti? Je dirais que c'est un petit peu à la carte. Les entreprises nous permettent de communiquer sur d'utiliser le logo et de communiquer sur les actions qu'on mène. Rien n'est fait évidemment sans l'aval des entreprises. Maintenant, on pense que c'est un outil pour favoriser l'image de l'entreprise sur un bassin d'emploi, sur un territoire. C'est une démarche que l'on pense RSE, vertueuse, qui vise à accroître la bonne image de l'entreprise sur son bassin d'emploi. Et on sait que les entreprises agroalimentaires parfois souffrent de l'agro-bashing un peu national, et qu'on a besoin sur les territoires et sur nos bassins d'emploi de montrer que ce qu'on fait, c'est chouette et que c'est important. En termes de communication via les réseaux sociaux en particulier, communication via les webinaires comme on peut se faire ce matin, communication un petit peu différente selon on a eu un reportage sur France 2, bon, Mélanie a été interviewée sur nos méthodes d'assessment via France 2. Bon, il y a eu différentes actions de mener et avec le soutien de l'ANIA. Je laisse Anastasia peut-être compléter si tu veux. Effectivement, en fait, alors nous, on a le souci effectivement de communiquer largement sur le projet dans sa globalité. Pour valoriser l'expérimentation, comme je le disais au tout début du webinaire. Et ensuite, effectivement, en fonction des entreprises qui vont s'impliquer, qui ont des choses à valoriser, ou de l'actualité du projet, ça peut être une session de lancement, ça peut être effectivement une entreprise qui témoigne de son implication dans le projet. Et en fait, par l'IFRIA et par Laurent, nous, au niveau de l'ANIA, on sait quelle entreprise souhaite valoriser ses actions ou est d'accord pour qu'on communique en citant l'entreprise, ou si l'entreprise souhaite plutôt rester discrète. Toutes les entreprises qui ont été évoquées effectivement sont plutôt favorables à ce qu'on communique sur leur participation. Et en fait, après, au niveau de l'ANIA, on essaie d'illustrer toutes les actions. On a fait par exemple un lancement officiel du projet Archipel avec une illustration concrète des sessions de recrutement par le sport à Val-de-Reuil, justement avec Mélanie Holbrook et Barry Calvo qui se lançaient dans l'aventure. Et donc là, effectivement, on a fait venir France 2, effectivement, pour avoir un peu de visibilité. Ça a fonctionné. Et effectivement, derrière, il y a un enjeu de faire connaître le projet, parce qu'il y a un enjeu aussi de démontrer que l'industrie agroalimentaire est bien présente sur les territoires, qu'il y a des besoins,
en matière de recrutement, qu'il y a des perspectives et des opportunités d'emploi et aussi de parcours professionnel, que l'industrie agroalimentaire est en capacité de former, de professionnaliser, d'offrir un diplôme, une certification et donc d'offrir une insertion dans l'emploi par différentes méthodes aujourd'hui qui ne sont pas celles auxquelles on est habitué, c'est-à-dire recrutement, offre d'emploi, CV, lecture du CV et puis réception d'entretien classique. Donc c'est ça qu'on essaie de faire voir par cette communication, et d'autant plus que je rebondis sur ce que dit Laurent, c'est l'attractivité de l'industrie agroalimentaire qui est un enjeu pour tous. Je pense, qui est largement partagé, qui est également aujourd'hui partagé par d'autres secteurs d'activité, donc qui est une espèce de concurrence qui se met en place au sein des territoires. À nous de nous démontrer notre capacité à expérimenter, à innover aussi dans cette matière-là, dans ce domaine, et de le faire savoir. Donc c'est vraiment l'enjeu pour nous. Donc on utilise effectivement les réseaux sociaux de l'ANIA, on utilise les newsletters, on lance effectivement ce premier webinaire, et puis après on s'appuie sur d'autres partenaires qui vont nous offrir leur soutien. Et puis alors après, les entreprises, pour finir là-dessus, Jacques, ça me semble intéressant, qui souhaitent vraiment valoriser leur engagement, leurs actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de ce projet Archipel. L'ANIA est tout à fait effectivement disponible pour être à l'écoute et relayer en fait les actions qui sont mises en place dans le cadre de ce projet. Nous, on peut servir de relais auprès de notre communauté pour faire savoir ce qui est mis en place et valoriser l'entreprise dans ses engagements. Merci pour les réponses. J'ai envie d'enchaîner, mais je laisse quelques secondes quand même aux participants à ce webinaire s'ils veulent lever la main et poser une question en écho aux propos qu'on vient d'entendre. Et sinon, j'enchaînerai. Je vais jouer mon rôle. Il nous reste 5 minutes, Jacques. Oui, j'ai bien le timing sous les yeux. Je vais poser une question à Mélanie. Merci pour le témoignage, Mélanie. Je reviens sur la structure projet qui a été montrée à l'image d'ailleurs, hein, qui est très complète. Je pense que c'est un facteur clé de succès. Moi, je suis une entreprise agroalimentaire. Je ne peux pas forcément me permettre de déployer toute cette énergie. J'ai bien envie de m'engager. Je vois bien ce que Archipel peut m'apporter, mais malheureusement, je dois, et décider c'est renoncer, je dois décider de mettre des ressources, mais je n'ai pas tous les moyens. Quelle est la priorisation dans les 6 ressources, et si Anastasia pouvait partager la planche qui a été proposée par Mélanie, où on voit la structure projet, peut-être que tout le monde l'ait en tête, celle qu'a commentée Mélanie. Et ma question est, si je devais choisir et sélectionner, peut-être le mettre en plus grand à l'écran, mais bon, il y a évidemment les 5 apprentis. J'imagine, j'entends la logique de COPIL. Le COPIL, c'est le COPIL interne entreprise qui suit justement ce projet particulier. Si les 5 tuteurs, c'est indispensable, est-ce que ces 5 tuteurs, ça veut dire qu'il faut que j'en mette un par apprenti? Est-ce que ça veut dire que s'il y en avait eu qu'un, qu'est-ce que ça aurait donné? Voilà, ma question tourne autour de si je peux le faire, si j'ai envie de le faire, mais que je n'ai pas forcément tous ces moyens, sur quoi je joue? Alors, j'ai bien compris la question. Merci. Au niveau des tuteurs, alors nous, on est parti sur un tuteur par apprenti. C'est surtout lié à la structure de l'entreprise et de nos ateliers. On a des ateliers où il n'y a pas besoin d'être beaucoup au sein des salles de contrôle ou sur les lignes de production. Donc, à 2, parfois, ils sont déjà presque trop. Donc, c'est bien pour se transmettre des compétences. Mais à 3, il se serait marché dessus. Donc, c'est surtout ça. Je pense que peut-être dans d'autres entreprises, d'autres structures, ça marcherait d'avoir peut-être un tuteur pour 2 ou plus, parce qu'ils ne sont pas non plus... l'apprenti n'est pas l'ombre du tuteur, donc ils sont aussi laissés en autonomie. Et puis, l'objectif, c'est qu'ils gagnent en autonomie au fil du temps. Donc là, c'est plus la structure de l'entreprise et nos lignes de production qui fait qu'on a un tuteur par apprenti. Et ensuite, sur l'équipe plus au global, je dirais que
ça prend pas tant de temps que ça, notamment peut-être au CSE. Avec les plus impliqués, donc forcément, sont les tuteurs avec les apprentis. Et ensuite, peut-être moi au niveau RH, où je veux vraiment m'assurer que tout se passe bien, parce qu'on avait des craintes, entre guillemets, notamment pour les tuteurs. Est-ce qu'ils vont avoir le temps? Est-ce qu'ils vont pas se sentir trop seuls? Voilà, est-ce qu'ils vont voilà, se sentir accompagnés dans cette fonction de tuteur? Donc ça, je veux m'assurer que ça se passe bien pour eux, en plus des apprentis. Et puis, le superviseur de production, ambassadeur, lui, est plus là pour faire du lien et de la communication entre nous tous, mais ce n'est pas une grosse surcharge de travail pour lui. Donc voilà, un peu pour rentrer plus sur les charges de chacun. Je ne sais pas si ça répond bien. Si, ça donne une idée, c'est le retour attendu, j'imagine, mais peut-être que ça peut provoquer des questions. De façon plus particulière, quelles sont donc les préparations, l'accompagnement qui a été proposé au management, parce que les tuteurs sont plutôt des gens qui vont accompagner les apprentis dans leur poste, donc ils n'ont pas forcément dans la structure de l'entreprise, dans l'organisation de l'entreprise, un rôle de manager. On voit bien que le superviseur de production, tel que c'est présenté, on l'imagine, je pense tous que il a un rôle managérial dans l'entreprise. D'accord. Ouais, en fait, c'est un manager de conducteurs de ligne, qui sont les tuteurs. D'accord. Et comment il a été préparé, lui? Bon, je vois qu'il s'est engagé, il s'est impliqué, il s'est désigné. Les autres managers ont-ils été préparés, accompagnés d'une certaine façon? Comment ça s'est passé? Les managers des tuteurs, les managers des apprentis. Quelles ont été leurs réactions? Comment ont-ils préparés? Est-ce qu'il y a eu suite à leur réaction des actions particulières? Alors, alors donc l'ambassadeur, il s'est de lui-même du coup proposé, parce qu'il a été impliqué lors d'une visite du site pour Laurent Aon et Yann Quai-Deville. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on lui a expliqué pourquoi est-ce qu'il était le site, quel était le projet qu'on voulait mettre en place. Et lui, ça lui a tout de suite parlé cette dimension sociale. Et donc, il a voulu s'intégrer dans le projet. Donc voilà, lui, c'est une vraie envie de sa part. Il est d'ailleurs le manager de 3 des 5 tuteurs. Donc, ça aide aussi dans l'implication. Et donc, on a 2 autres superviseurs de production qui sont managers de tuteurs. Et qui, eux, sont dans l'accompagnement de leurs conducteurs de ligne, mais je dirais comme au quotidien, parce que nos conducteurs de ligne sont déjà pas mal impliqués dans la formation quand on accueille des nouveaux arrivants, quand on a des intérimaires. Donc, ils ont déjà un peu ce rôle de formateur. C'est juste que là, ils sont formateurs sur un temps plus long et avec un vrai objectif de diplôme à la fin de cette formation. Et donc, c'est plus les tuteurs qu'il a fallu accompagner dans ce rôle-là. Et donc, comme je disais, moi, je m'assure qu'ils aient toutes les clés en main et qu'ils ne se sentent pas trop submergés par cette mission. Et puis, on a eu l'accompagnement par l'IFRIA qui a dispensé des formations aux tuteurs qui sont venus sur site à plusieurs reprises pour voir les tuteurs, pour les accompagner, faire le lien avec eux entre le programme de formation qui va déboucher sur le diplôme et ce qu'on peut apporter en entreprise et comment tout bien lier. Merci pour cette réponse. Je vois que le timing a tourné. Est-ce que j'ai le droit à encore une question ou peut-être quelqu'un, un des participants qui lèverait la main là pour qu'on le laisse poser sa question dans la quelques minutes ou 2 minutes de dépassement malheureusement. Mais si personne, est-ce que Laurent et Anastasia, vous m'autorisez à poser une dernière question? Bien sûr. Elle s'adresse encore à l'entreprise. Quel retour vous avez eu, les réactions des autres collaborateurs? J'imagine que c'est un projet sur lequel on a vu toute cette énergie et le focus qui a été donné. L'ensemble des collaborateurs du site et leurs représentants, peut-être, quelles ont été les réactions? Comment ce projet s'intègre dans la vie de l'entreprise? C'est la question autrement. Je dirais que c'est venu en fait s'intégrer dans une dynamique qu'on mettait en place depuis plusieurs mois, où ça rejoint un petit peu la partie communication dont on parlait tout à l'heure. C'est pas uniquement promouvoir Barry Callebaut et son intégration sur le territoire, mais c'est aussi promouvoir les métiers de l'industrie. On sait que
c'est pas forcément le secteur d'activité qui va attirer le plus. Quand on parle de travailler sur des lignes de production, c'est pas forcément ce qui va attirer le plus des personnes qui sont éloignées de notre industrie. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là de promotion de nos métiers et du coup plutôt bien accueilli. Il y a eu je dis à un moment, il y a eu les doutes au début de est-ce qu'on va avoir le temps de bien s'impliquer et du coup de bien accompagner les bénéficiaires. C'était tout l'enjeu. On s'est dit, bon, voilà, il faut pas que ce soit un échec, surtout pour eux. Donc, est-ce qu'on va avoir ce temps-là? Et on s'est dit, à un moment, il faut se donner les moyens. Donc, on va se le dégager, ce temps. Et ces 5 tuteurs-là, ils seront dédiés à ce projet. Et une fois qu'on a éclairci ce doute, je dirais que le reste, ça a été très, très positif. Merci. Eh bien, il est temps pour nous de conclure ce webinaire. Un grand merci à tous. Merci pour votre participation, merci pour votre présence. On espère que ce webinaire vous a permis d'y voir plus clair sur le projet Archipel. On sera heureux en tous les cas de pouvoir poursuivre les échanges dans la continuité de ce webinaire. Donc, il y a les coordonnées. Les coordonnées sont dans la présentation du webinaire. Le webinaire sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'ANIA. Vous allez recevoir de toute façon toutes ces informations puisqu'on a récupéré vos coordonnées. Et puis, encore merci pour votre mobilisation et on espère vous accueillir nombreux dans ce projet Archipel. Et merci aux intervenants pour la qualité de ces échanges et vos retours d'expérience qui sont extrêmement précieux. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.